Et vous le savez, vous pouvez réagir tout au long de cette émission avec le hashtag BFM Paris. Bonsoir Danielle Simonet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de revenir sur notre plateau. Vous étiez venu déjà dans Capital 2020 au mois d'octobre dernier. On va apprendre aujourd'hui à mieux vous connaître personnellement et puis surtout à connaître vos propositions plus concrètes à l'approche du scrutin de mars prochain. Nicolas Maviel, journaliste parisien, merci d'être à mes côtés également ce soir. Vous allez nous accompagner tout au long de cette émission évidemment. Au programme aujourd'hui avec vous Danielle Simonet, voici ce qu'on va voir. On va faire le tour comme d'habitude de l'actualité parisienne, notamment autour de la campagne des municipales, mais pas que. On parlera également de l'actualité sociale dans la région. Vous connaissez l'émission, nous proposerons ensuite un petit quiz de connaissances sur Paris, un petit test en toute convivialité évidemment. Notre journaliste politique BFM Paris, Barthélémy Bolo, se joindra ensuite à nous. Il abordera la question du travail le dimanche, serpent de mer de cette campagne. Vous y êtes opposés, on le sait, ce n'est pas le cas de tous les candidats. On en discutera sur ce plateau. Et puis un deuxième invité nous retrouvera en fin d'émission pour vous interroger sur une thématique liée à son quotidien de Parisien. Il s'agira des transports. Avant cela, présentation rapide, Danielle Simonet, de vous-même. Vous avez 48 ans, vous êtes né en Seine-et-Marne, dans notre région, d'une famille d'artistes. Vos parents sont sculpteurs. Vous faites vous-même du théâtre. Vous produisez encore sur scène régulièrement avec votre deuxième spectacle Paris vendu. C'est bien ça le titre? Exactement. Voilà. C'est une conférence gesticulée. Voilà. C'est une forme particulière d'éducation populaire. Très bien. Vous vivez dans le 20e arrondissement depuis un moment maintenant. Vous êtes élue là-bas depuis 2001 et vous êtes également conseillère de Paris depuis 2008. Première question, Danielle Simonet. Vous vous présentez donc à la mairie de Paris sur la liste municipaliste Décidons Paris, soutenue par la France Insoumise. C'est ce qui est écrit ici en tout petit sur certains de vos documents. Qu'est-ce qui motive votre candidature plus que jamais à l'approche du scrutin aujourd'hui? Alors je suis en binôme avec Vicage de Rasso sur ces listes Décidons Paris qui sont des listes soutenues à la fois par la France Insoumise, par le parti Révolution écologique pour le vivant qui était fondé par Aymeric Caron et aussi par PEPS pour l'écologie populaire et sociale. La démarche que nous mettons en place, c'est de se dire, pour l'instant, en fait, si vous faites le bilan des 3 mandatures, les grandes décisions, elles ont été prises sans les Parisiennes et les Parisiens et souvent contre les Parisiennes et les Parisiens. Et on a un bilan au bout de 3 mandatures qui est Paris se gentrifie, c'est-à-dire que quand vous regardez, il y avait 35% d'ouvriers employés en 2001, il y en a plus que 25%. On va dire sans bourgeoise. Exactement. Gentrification, ça vient de gentry, petite noblesse. En anglais. Et chaque année, 12 000 personnes quittent Paris, faute de pouvoir s'y loger. Et c'est surtout les classes populaires qui sont chassées par la spéculation immobilière. Mais Paris aussi se bétonise. On a le moindre mètre carré d'espace vert devient un enjeu en fait pour les promoteurs privés et y compris pour la ville en termes de construction. Et on est la ville la plus dense d'Europe et ça pose un véritable problème écologique. Quand vous avez les périodes de canicule, vous avez des phénomènes d'îlots de chaleur, on est complètement à Donc en un mot, qu'est-ce que vous proposez aux Parisiennes et aux Parisiens? Il faut en un mot instaurer un référendum d'initiative citoyenne. La question démocratique doit être mise au centre du débat. S'il y avait ce référendum d'initiative citoyenne, je peux vous dire qu'il y a bon nombre de projets anti-écologiques, antisociaux, qui n'auraient pas été pris par la municipalité parce que les citoyens auraient pu, avec 5% des inscrits sur les listes électorales, soit s'opposer à un projet, soit porter un projet alternatif. Mais est-ce que ces référendums, c'est pas trop en fait demander l'avis sur tout et finalement est-ce qu'il n'y a pas des décisions qui méritent d'être prises et qui finalement au bout d'un certain temps sont comprises et permettent d'avancer, quel que soit le maire en place En fait, vous pouvez après aussi avoir une autre conception en fait de la politique en matière par exemple d'urbanisme. Au lieu de faire sans les habitants et d'imposer la tour Triangle, d'imposer les 6 tours de Bercy-Charenton, casser le tunnel des artisans. Enfin, si vous travaillez avec la population et que vous essayez d'avoir un vrai débat et une vraie coproduction, cofabrique de la ville, en réfléchissant vraiment à ses usages. On veut répondre à quel usage, comment est-ce qu'on s'y prend et comment est-ce que l'on fait en sorte de concilier les impératifs écologiques et les besoins sociaux. Vous verrez qu'il n'y aura sans doute pas besoin de référendum à ce moment-là. Mais quand à un moment donné, on a une municipalité qui finalement avance sur des projets sur lesquels elle ne s'était pas engagée dans la campagne municipale, garantir le RIC, c'est garantir un contre-pouvoir citoyen, démocratique, il me semble important. Allez, on passe tout de suite à notre revue de l'actualité parisienne et francilienne, c'est Paris News.
On va parler donc actualité sociale pour commencer avec cette grève de 3 des principales usines de traitement des déchets en Ile-de-France qui a perturbé le ramassage des ordures, on l'a vu, à Paris et dans la région. Le SICTOM, l'agence métropolitaine qui gère tout ça, a d'abord dû recourir massivement à l'enfouissement des déchets, mais depuis hier, l'une de ces centrales, celle d'Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, a redémarré. On a vu les conséquences sanitaires évidemment dans la ville de Paris. Paris, les poubelles débordent. Paris a des problèmes de rats. Paris a beaucoup de problèmes de propreté. Est-ce que ce mouvement de grève sur les 3 incinérateurs qui entourent Paris, Ivry, Issy et Saint-Ouen, ne sont pas-ils de trop aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter et penser un peu aux Parisiens, quels qu'ils soient, mais voilà, reprendre le ramassage classique des poubelles pour enfin soulager un peu, d'ailleurs les commerçants comme les Parisiens? Oui, il faut que Macron entende, que le président de la République, le gouvernement entende, que le refus de cette contre-réforme des retraites est massif dans l'opinion publique, 61%, et continue à être massif dans tout un tas de secteurs, parce que vous avez à chaque semaine des nouveaux secteurs qui rentrent en grève, qui rentrent en mobilisation, et ce gouvernement ne veut rien entendre. Donc vous soutenez le mouvement de grève, quelles que soient les conséquences, y compris sur la propreté et la sécurité. Vous savez qu'il n'y a pas d'autres actions possibles, en fait? Peut-être une grève tournante, plein de choses. Je vais vous donner un exemple. Pour soulager un peu vous avez vu les hôpitaux, ça fait 1 an qu'ils sont en mobilisation. La mobilisation dans les hôpitaux est particulière parce que vous êtes obligé de soigner, et voilà, et donc vous êtes réquisitionné. Donc ils ont fait une mobilisation qui continue encore aujourd'hui. Ils ne sont absolument pas entendus par la ministre Madame Buzyn. Il n'y a strictement rien qui a changé. On laisse du coup des drames humains avoir lieu dans l'hôpital public du fait de cette maltraitance institutionnelle qui est organisée de fait par ces sous-effectifs. Alors vous comprenez bien que ce mouvement historique contre la réforme des retraites, ça fait 2 mois, on n'a jamais eu depuis mai 68 un mouvement aussi long. 2 mois qu'il y a des mobilisations. Ça a été les mobilisations. Après la mobilisation affaiblit un peu dans les rues aussi. Elle prend des formes différentes. Voilà. Aujourd'hui, c'était plus important que la semaine dernière dans les rues. Vous avez à chaque semaine des secteurs nouveaux. Regardez comment l'intégralité de la profession d'avocat continue à être mobilisés. Les enseignants sont très mobilisés, les parents d'élèves aussi, parce que ce greffe, en plus de la réforme des retraites, la bataille contre la réforme Blanquer. Sous-tend ce que vous dites, vous soutenez cette grève. Donc le meilleur moyen pour que les poubelles soient de nouveau ramassées, il faut que le gouvernement écoute et retire son texte, qui est contesté par une écrasante majorité de la population. Et je n'entends pas de soutien à ce programme, à ce projet de casse des retraites, à part la finance, je veux dire, à part BlackRock. Alors justement, concernant ce problème de propreté, par exemple, Cédric Villani, il propose, lui, on en a entendu parler hier au Trianon dans le 18e arrondissement, d'y veiller en temps réel grâce à des caméras installées sur des vélos, sur des véhicules. Est-ce que ce genre de proposition vous inquiète? Qu'est-ce que vous proposeriez, par exemple? Mais il faudrait peut-être aussi réfléchir. C'est un moment crucial aussi pour réfléchir comment ça se fait qu'il y a autant de déchets. Paris évidemment, est très en retard. C'est symptomatique parce que c'est la grève, mais c'est un problème récurrent dans la capitale. Prenons conscience que Paris est très en retard sur la démarche nécessaire à engager pour le 0 déchet. Le développement du recours au compost a été très peu soutenu au niveau, par exemple, des bailleurs sociaux. Le travail de l'ensemble des commerçants pour réduire les emballages, on est encore très en retard par rapport à l'urgence écologique. Comment on peut les engager dans cette démarche? Mais la saleté de Paris, c'est plus le quotidien, c'est des papiers par terre, ce sont les crottes de chiens, ce sont les poubelles de rue qui débordent ou qui ne sont pas adaptées. Alors là, j'ai d'autres propositions. Voilà. Moi, j'étais très choquée par une interview dans laquelle la maire de Paris disait qu'elle rassurait tout le monde, qu'elle faisait d'une priorité le nettoyage des rues, la propreté dans les quartiers touristiques. Moi, je suis élue du 20e. J'estime que les quartiers populaires de l'Est parisien ont autant le droit à de la propreté que les quartiers touristiques ou plus quartiers de ministères du centre de Paris. La collecte des déchets, vous savez, à Paris, pour moitié est fait par le privé et pour autre moitié par le public. Eh bien, sachez que la tonne de déchets ramassée par les entreprises privées coûte 15 € de plus que la tonne de déchets ramassée par les entreprises
par la régie publique municipale. Pourquoi? Parce qu'une entreprise privée, son objectif, c'est de dégager du profit. Donc vous souhaitez municipaliser le ramassage? La collecte des déchets, vous avez la possibilité d'embaucher bien plus d'agents pour nettoyer les rues. Après, je suis persuadée que nous n'en faisons pas assez dans le travail d'éducation citoyenne. Et si on était capable de fidéliser, de faire en sorte que celles et ceux qui ramassent et qui nettoient les rues soient toujours rattachés à un quartier, et qu'on mettait beaucoup plus d'énergie pour, avec les associations d'éducation populaire, avec le réseau des gardiens, avec le réseau aussi des gardiens de parcs et jardins, où là encore il faut ramener de l'humain, et qu'il y avait plus de connaissances. Il est beaucoup plus facile de travailler avec les écoles contre le fait de jeter des déchets par terre auprès des enfants, par exemple, de toute génération, quand on connaît celles et ceux qui ramassent et qu'on respecte le travail de celles et ceux qui ramassent. Est-ce que élargir... Vous vous souvenez le scandale, quand même, il y a peu de temps, de ce monsieur qui travaillait pour De Richebourg, l'entreprise privée, qui a été licencié parce que sur les réseaux sociaux avait été une photo de lui qui dormait. Une photo de lui, il dormait pendant sa pause, parce que De Richebourg ne donne pas d'accès à des locaux pour les pauses de ceux qui travaillent. Et en fait, sur la lettre de licenciement, on découvrait qu'en fait, l'employeur de Richebourg disait que c'était à la demande du client. Le client, c'est la ville de Paris. Ça veut dire que la ville de Paris a demandé le licenciement. Est-ce qu'on n'est pas choqué quand même par cela? Je pense que beaucoup qui ont vu... sort un peu du débat sur la propreté Si, parce que la propreté, pour que les rues soient propres, il faut aussi respecter ceux qui travaillent à la propreté. C'est peut-être aussi un problème d'éducation, de nombre de poubelles. Alors, Benjamin Griveaux, Rachida Dati également proposent aussi l'élargissement de la plage horaire de ramassage des déchets. Est-ce que c'est une piste à envisager? Alors, il faudrait par ailleurs ramasser les déchets le soir et pas le matin. Parce que quand vous laissez les déchets toute la nuit, parce que quand vous organisez le ramassage des déchets le matin, bien souvent, les déchets sont mis sur la rue dès le soir. Et du coup, ça donne la possibilité à la population de rongeurs, de rats, d'avoir accès à de la nourriture. Or, la population de rongeurs va se développer en fonction de la nourriture qui leur est accessible. Donc, je pense, oui, qu'il faut absolument remettre un ramassage des déchets qui soit le soir et pas le matin tôt. L'actualité sociale toujours, et on l'a appris ce jeudi, l'UNSA RATP, le premier syndicat de la régie des transports parisiens, appelle un lundi noir dans les transports en Ile-de-France. Ce sera le 17 février prochain, une date symbolique puisque ce sera le jour de l'examen du projet de réforme des retraites devant l'Assemblée nationale. Cet appel à la grève, il s'adresse à l'ensemble des salariés du métro et du RER. Alors concrètement, il va y avoir encore beaucoup de perturbations, comme on a pu le vivre au début du mouvement notamment. Est-ce qu'il va falloir que les Parisiens, les Franciliens s'habituent à cette galère, à cette grosse galère, on peut le dire, dans les transports? Est-ce qu'il va falloir que ça dure encore longtemps? Est-ce qu'il faut trouver d'autres modes d'action? Il faut absolument qu'on arrive à faire plier ce gouvernement. Parce que la réforme des retraites, c'est la case d'un acquis du Conseil national de la résistance. Et on va tous y perdre. Et quand on se place de l'autre côté du curseur, du côté des habitants, des usagers des transports en commun, les habitants sont aussi, les habitants vont être tous touchés par la réforme des retraites. Il faut savoir que quand on calcule vos pensions de retraite, non plus sur les 6 derniers mois pour ceux qui travaillent dans la fonction publique, ou bien sur les 25 meilleures années pour ceux qui travaillent dans le privé, mais sur l'intégralité de la carrière, eh bien c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est des baisses de pensions de retraite qui sont conséquentes. Est-ce que vous pensez qu'au quotidien, ils entendent déjà ça? Ah oui, c'est pour ça qu'il y a 61% de soutien à la mobilisation et qui veulent le retrait de cette réforme des retraites. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières d'action pour la RATP, notamment dans le transport en commun? Écoutez, si vous en trouvez, donnez-leur. Je ne sais pas, est-ce qu'on ne peut pas faire le transport gratuit? Non, légalement, vous savez, il y a déjà 2 agents. Oui, mais il doit y avoir un service minimum qui n'est pas respecté non plus. Donc légalement, les agents aimeraient beaucoup, on est toujours à sa limite. Voilà, les agents aimeraient beaucoup pouvoir organiser la gratuité des transports, que ce soit au niveau de la SNCF, du métro et du RER, et de faire du coup une grève qui permette de rendre gratuit le transport. Mais sauf que s'ils font ça, ils sont évoqués de suite. Et vous savez qu'il y a déjà 2 agents de la RATP, pas plus tard que cette semaine, qui ont été convoqués et qui sont menacés de révocation pour leur mobilisation. Il faut savoir qu'il y a une répression à la RATP qui est extrêmement problématique et violente. Et ces agents qui sont très courageux parce qu'ils ont perdu plus d'1 mois de salaire, c'est extrêmement dur. Et je veux dire, il faut regarder les feuilles de paye. J'étais dans la manifestation aujourd'hui, vous voyez les feuilles de paye marquées 0 euros. C'est pas vrai que les caisses de grève de solidarité, même si elles ont été assez fortes, permettent de compenser cette perte de salaire. Donc,
Vous avez des nouveaux secteurs qui rentrent en grève. Moi, j'invite tous les Parisiennes et les Parisiens à la solidarité, toutes celles et ceux qui peuvent se mettre en grève. On se met en grève et on essaye d'arracher le retrait de cette réforme des retraites. On poursuit avec l'actualité, cette fois-ci politique, et notamment la thématique de la sécurité. Anne Hidalgo souhaite par exemple mettre en place une police municipale, ça on le sait déjà depuis un petit moment, 5000 agents au terme de son éventuel second mandat. Elle a précisé dans les colonnes de l'Obs cette semaine qu'elle souhaitait par ailleurs qu'elle soit paritaire, cette force non armée, une police qui serait essentiellement chargée de lutter contre le harcèlement de rue ainsi que les incivilités. On a regardé dans votre programme Décidons Paris s'il y avait un chapitre sur la sécurité, on ne l'a pas trouvé. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette mesure d'Anne Hidalgo déjà? Et puis vous, qu'est-ce que vous proposeriez contre les problèmes d'insécurité à Paris? Alors la sécurité, c'est une compétence régalienne de l'État. Moi, je me suis par exemple opposée à la privatisation de la verbalisation du stationnement, voilà. Et j'estimais que lorsqu'on a dépénalisé le stationnement et que cette compétence qui était rattachée à la police a été ensuite transmise aux collectivités, je pense que c'était une erreur. Et je suis très attachée à la police républicaine. Quel est le problème de sécurité auquel nous sommes confrontés? Vous avez autant de policiers par habitant pour les Parisiennes et Parisiens qu'il y en a pour les Londoniens ou les Berlinois. Quelle est donc la spécificité française? C'est que depuis les années de Nicolas Sarkozy, la police est sommée de faire une politique du chiffre. Ça veut dire qu'ils sont mieux notés dans les commissariats s'ils montrent qu'ils ont, par exemple, contrôlé les personnes qui fument du cannabis dans la rue. Et ou donc les personnes ils se détournent de en la situation sécurité du quotidien administrative. Et donc c'est plus rentable en termes de notation pour un commissariat de faire du coup beaucoup de contrôles. Et donc on a le développement comme ça de contrôles au faciès abusifs que de démanteler un réseau de cambrioleurs, par exemple. Bon, donc le problème, c'est comment est-ce qu'on a enfin ce débat-là et on le remet vraiment sur la table pour que la police républicaine, à Paris comme ailleurs, fasse vraiment son travail. Et comment aussi on arrête de l'amener, parce qu'on a quand même un préfet particulier, le préfet l'allemand, on arrête d'amener ce contrôle sur les mouvements sociaux qui bascule dans la stratégie du maintien de l'ordre, dans une répression policière donc pour extrêmement vous, pas inquiétante. besoin de police municipale. Par contre, prenons un exemple. La police municipale de Madame Hidalgo, c'est 60 millions d'euros. Avec ces 60 millions d'euros, moi j'estime que pour lutter contre le harcèlement de rue ou pour lutter contre la petite délinquance, qu'est-ce qu'on entend derrière la petite délinquance? Généralement, quand vous les faites parler, vous vous rendez compte que c'est pour eux les jeunes qui créent des problèmes dans la rue. C'est comme ça quand vous leur échangez. Or, la délinquance, ça n'est pas ça. Il y a de la délinquance en col blanc, il y a plein de niveaux différents. Moi, je préférais que dans chaque quartier, on créer des locaux d'associations qu'on permette aux associations de pouvoir faire un travail de terrain. Je veux dire, vous avez par exemple à Belleville une association qui fait un travail pas à pas, qui fait un travail magnifique, avec une permanence pour les jeunes, avec tout un travail de solidarité avec les jeunes qui sont par ailleurs victimes de harcèlement à l'amende, mais qui en même temps font un travail aussi avec les habitants. Faisons confiance à la population. Remettez de l'humain dans l'ensemble des quartiers, remettez de l'entraide. On va revenir plus largement, on va avoir une rubrique consacrée à ça, vous nous expliquerez souvent un jeune qui est mort la semaine dernière, 14 ans, d'une rixe. Un jeune du 20e et dans une rixe qui a eu lieu à la Grange-Aubel dans le 10e. Bon, c'est pas en mettant des policiers municipaux en plus de la police républicaine que vous auriez évité. Par contre, si vous donnez plus de moyens aux clubs de prévention, plus de moyens aux associations, que vous retravaillez avec les scolaires, les centres sociaux, et si la police républicaine remettait la police de proximité, qui faisait un travail de prévention dans les années 2000, eh bien là, on pourrait voir un peu la sortie possible. Allez, on continue avec les municipales et on va faire un petit point d'étape sur ce sondage Odoxa paru le 26 janvier dernier. C'est le dernier en date qui nous donne les tendances de vote pour le premier tour. Et on voit que vous êtes, Daniel Simonet, avec Décidons Paris, en 7e position, avec 4% des intentions de vote. Derrière Serge Federbusch, le candidat Aimé Paris, soutenu par le Rassemblement national notamment. Au sujet de l'écologie, tous les candidats maintenant quasiment... Déjà, une phrase sur ce sondage. Je n'ai pas été testé pour ce que nous sommes. Si nous avions été testés pour ce que nous sommes, la liste aurait été testée. Daniel Simonet, Vicage de Rasso, liste Décidons Paris, soutenue par la France Insoumise, Rêve et PEPS. On n'a pas été testé ainsi.
Donc, vous remettez en cause la méthodologie. Tous les candidats qui ne sont pas satisfaits du sondage le font. Ok. Au sujet de l'écologie, donc la semaine dernière, vous avez appelé tous les écologistes qui ne soutenaient pas la démarche de la coalition climat demandée par David Béliard de vous rallier. Auprès de Villani. Voilà. 2 jours plus tard, David Béliard revient vers vous en vous tendant la main et vous répondez sur Twitter que vous n'êtes pas d'accord, que cet enjeu climatique nécessite, je cite, l'irruption citoyenne et pas des accords à l'ancienne, en visant, vous venez de le dire, Cédric Villani. Précisément, qu'est-ce que vous entendez par là? Quel est votre programme écologique? Vous prenez cette stratégie de la coalition climat avec Villani me surprend beaucoup de la part de David Béliard, parce que Monsieur Villani n'a pas voté pour l'interdiction du glyphosate. Il n'a pas voté contre le CETA. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi M. Béliard lui donne un tampon d'écologie. Ça veut dire quoi être écolo? Ça veut dire avoir conscience de l'urgence climatique et de changer le mode de développement de la ville pour être en capacité de réduire de manière conséquente nos émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de courir à l'attractivité territoriale et sortir de la logique de la touristification, du tourisme de masse sur Paris. Donc, par exemple, il faut interdire les bus de touristes dans Paris. Mais ça veut dire qu'il faut aussi enfin assumer un référendum pour ou contre l'organisation des Jeux Olympiques. Mais justement, pour revenir sur l'écologie, vous êtes, on a vu, à 4%. Non. Enfin, bon, selon ce sondage, vous êtes à 4%. Ne veut rien dire. David Béliard était à 14,5, si je me souviens bien. Cédric Villani aux alentours de 10. Voilà, il y a moyen, peut-être pour vous, en tout cas, de créer une vraie force de coalition et d'être quelque part un vrai pouvoir, d'accéder au pouvoir en fait. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas. Est-ce que finalement s'allier à David Béliard et à Cédric Villani permettrait pas de faire émerger vos idées à un stade plus élevé plutôt que de rester au stade contestataire et qu'est-ce que vous voulez que je me mette d'accord avec un Villani sur un coin de table? Je souhaite par exemple qu'on sorte de la logique. Est-ce que si David Béliard annonce qu'il ne veut plus s'allier avec Cédric Villani, vous accepteriez une alliance avec David Béliard? Avec David Béliard, il y a plein de batailles sur lesquelles on se retrouve. Regardez, le terrain d'éducation physique, le TEP de Ménilmontant, où il y a une bataille contre l'hyperdensification. J'étais seule dessus en 2014 et a présenté des vœux. Et puis après, il est venu sur cette bataille-là. On s'est retrouvés. On défendait le fait qu'il faut découvrir la Bièvre qui est enterrée. Et je vois que maintenant il porte aussi ce projet, c'est possible. Ce week-end, nous allons aussi essayer d'alerter sur le problème de la centrale à béton Lafarge. Il faut sortir du tout béton et penser enfin les matériaux d'éco-construction. Et on est très fâchés que la ville de Paris et Port de Paris aient décidé de renouveler la concession à Lafarge pour une centrale à béton sur le pont, à côté du pont Mirabeau, et qui double la capacité de production du béton avec je ne sais pas combien de camions toupies, plus de 150 camions toupies au diesel qui vont nous polluer, alors qu'on peut en bois, terre crue, pareil, faire de la construction extrêmement sérieuse, même de grande hauteur, même si je suis contre les tours de grande hauteur. Ces batailles-là, on peut se retrouver. Maintenant, si vous voulez faire la réhabilitation thermique de tous les bâtiments avant la fin de la mandature, il faut assumer une chose. C'est rompre la contractualisation imposée par Macron. La contractualisation imposée par Macron impose à la ville de Paris en termes de budget de ne pas emprunter plus que ce qu'on est capable de rembourser en 12 années. Or, si vous voulez véritablement lutter contre les passoires énergétiques, eh bien, il faut y aller. Et donc, il faut arrêter d'être frileux et être sur une gestion libérale, par exemple. Il faut aussi assumer la question des Jeux Olympiques, eh bien, organiser un référendum. Il faut avoir donc tout un tas de mesures, par exemple, on en parlera tout à l'heure sur le développement des centres commerciaux dans Paris, et des grandes enseignes et d'une société d'hyperconsommation et de toute la publicité qui va. Vous allez avoir le temps d'expliquer tout cela. Alors, on va déjà en profiter aussi pour rappeler que vous avez sorti un livre, programme, on peut le dire, intitulé Paris, les moineaux reviendront, aux éditions Diable Vauvert. On voit cette première de cette couverture. Il est préfacé par Vikash Dorasso. Et vous pointez du doigt la bétonisation, vous le disiez, de Paris, qui a fait partir justement une certaine partie de la biodiversité. C'est pour ça que vous parlez des moineaux notamment. Qu'est-ce que vous dites dans ce livre? Vous avez 70% des moineaux qui ont disparu. Donc c'est un exemple assez inquiétant
hein, très inquiétant. Et puis tout le monde s'en rend pas compte. Et tout le monde se dit mais oui, c'est vrai ça. 10 ans auparavant, je me souviens, on prenait le café en terrasse et on voyait les petits moineaux qui venaient prendre les petites miettes de notre croissant. Et là, 70% des moineaux qui ont disparu. En fait, les moineaux se nichaient dans des bâtiments un peu vieux, parfois un peu cabossés, et puis se nourrissent d'insectes. Et le fait qu'on bétonne la moindre friche fait que aussi l'alimentation a posé problème. Et finalement, si vous y regardez bien, la bétonisation et le recours à des matériaux de construction vraiment façade en verre et métallique n'a pas permis de préserver cette biodiversité. Donc il faut qu'on repense la construction, qu'on repense aussi la ville dans un autre rapport au vivant. Mais cette bétonisation des quartiers populaires et cette façon dont ont été réhabilités, toujours avec la volonté d'autofinancer, c'est accompagné de l'encouragement de la spéculation. Et c'est les mêmes raisons, quelque part, qui ont chassé les classes populaires. Merci. Donc c'est pour montrer le lien entre justement les questions écologiques et les questions sociales qui, pour nous, ne sont jamais à dissocier. On passe maintenant à nos questions, notre petit quiz. 5 questions pour vous, Daniel Simonet. Sur Paris, sur votre arrondissement, c'est tout de suite le Paris Screen. Très rapidement, première question, et puis on vous met votre petite note sur 5. Vous avez l'habitude. Quel est le prix du mètre carré dans votre arrondissement, dans le 20e? Sur Paris, c'est 10 000 € le mètre carré. Sur le 20e, ça doit être dans les 8 000 € le mètre carré. Oui, 8 240, je vous l'accorde. En bien. effet, c'est le 2e arrondissement le moins cher de Paris, après le 19e. Combien y a-t-il de panneaux stop à Paris? Alors là, aucune idée. Un chiffre au hasard. De panneaux stop, alors, je sais pas moi, de panneaux stop. 50 000? Non, zéro. Zéro. Ah, il n'y a pas de panneau stop. Il n'y a pas de panneau stop à Paris. Oui, j'ai pas le permis, je ne roule pas en voiture. C'est la priorité à droite qui prévaut à Paris. Marche à pied et transport en commun. Zéro panneau, sachez-le. Voilà, c'était la petite connaissance du soir. Où se trouve la plus petite salle de théâtre de Paris, vous qui aimez le théâtre? Alors, ouais, dans le 11e. Dans le 11e, non, tout à fait. C'est dans le 9e arrondissement que ça se situe, dans le quartier de Saint-Georges. Il s'agit de la Petite Loge. 25 places seulement, 16 mètres carrés de salle et 2 mètres carrés de scène. Très intime. Voilà, très intime en effet, je vous le confirme. 4e question, laquelle de ces célébrités n'est pas enterrée au cimetière du Père-Lachaise, qui est donc dans votre arrondissement, dans le 20e? Je vous cite Alain Bachung, Sarah Bernard, Marcel Proust ou encore Mireille d'Arc. Mireille d'Arc. C'est une bonne réponse. Elle est en effet enterrée depuis le mois d'août 2017 au cimetière du Montparnasse. Et puis, question musicale. On écoute tout de suite cet extrait. Vous me donnez le titre ou l'interprète. Le duo parisien avec le titre Paris, tout simplement. Je ne vous accorde donc pas ce point, mais vous ressentez avec la note de 2 sur 5. On va voir la note qui va s'afficher si j'ai bien calculé. Moyenne, hein. C'est bien ça. Vous avez progressé depuis la dernière fois, c'est déjà un bon signal. Allez, on poursuit tout de suite. On va parler de votre vision de la ville, Daniel Simonet, pour Paris. C'est tout de suite dans le Paris Focus. Barthélémy Volo, reporter politique BFM Paris, nous rejoint. Bonjour Barthélémy. Daniel Simonet ambitionne de réhumaniser la ville, d'en finir avec le tout marchand dans Paris. On va y revenir dans un instant. Mais Barthélémy, tu vas aborder un exemple justement de débat récurrent depuis de nombreuses années, et pas qu'à Paris d'ailleurs, c'est le travail du dimanche. La règle de base, le travail du dimanche est interdit. Ça, c'est la base, parce qu'en fait, il y a énormément de dérogations possibles. On a d'abord, par exemple, les 12 dimanches de la mer, des dates qui sont à la disposition de la maire de n'importe quelle commune de France, qui sont décidées donc chaque année en fonction de différentes professions. On peut par exemple penser pour les professions de bouche, eh bien plutôt à la fin de l'année, au moment des fêtes, pour les professions, les magasins de vêtements, au moment des soldes plutôt. On a également dans ces dérogations les cigares parisiennes qui concentrent beaucoup de voyageurs. Là aussi, les magasins peuvent ouvrir le dimanche. Il y a aussi le centre commercial Italie 2 qui a une dérogation toute particulière à Paris. Mais ce qui fait vraiment débat sur ce travail du dimanche, ce sont les fameuses zones touristiques internationales. Il y en a 13 dans la capitale. Elles sont toutes notées ici. Voilà, plutôt dans le nord de Paris, si on regarde un petit peu dans le détail. Alors, ces 13 zones, c'est des Champs-Élysées, vitrine internationale de la capitale. C'est aussi le Marais. Il y a aussi ici la Cité des Sciences et de l'Industrie. Alors, deux dénominations différentes, en fait, parce que ça dépend qui prend la décision. Soit c'est le préfet de région,
soit c'est le ministre de l'économie pour les zones touristiques internationales. En réalité, il faut aussi des accords entre les partenaires sociaux pour avoir des compensations salariales pour les travailleurs qui accepteraient de travailler ce dimanche. Alors, on l'a dit, c'est un débat qui revient depuis des années. J'ai regardé un petit peu, j'ai fait des recherches avant de venir ici sur ce plateau. Dès 2007, dès 2008, on parlait du travail du dimanche. À l'époque, c'était plutôt sur le débat sur la fermeture. On parlait des magasins de bricolage. Aujourd'hui, on est sur combien de dimanches ouverts à Paris? On prend la maire de Paris, il y a quelques années, elle était totalement contre l'ouverture du travail du dimanche, notamment au moment de la discussion sur la loi sur le travail du dimanche d'Emmanuel Macron. Il était alors ministre de l'économie. Et puis 2016, elle change totalement de position. Elle devient favorable au travail du dimanche, car selon elle, ça vivifie les commerces locaux en ramenant des touristes. Et donc, elle va même, par exemple, jusqu'à demander à l'État de rouvrir une zone de touristique internationale alors qu'elle avait été fermée, annulée par le tribunal administratif. On regarde de l'autre côté de l'échiquier. Benjamin Griveaux, lui, il est carrément sur l'ouverture de tous les dimanches dans Paris, car cela ramènerait de l'activité touristique. C'est favorable au commerce de proximité. Du coup, on vous pose, à vous, la question, Daniel Simonet. Est-ce que vous voudriez qu'on ferme tous les commerces le dimanche à Paris? Alors, il faut déjà distinguer les commerces avec salariés ou les commerces indépendants. C'est pas la même chose. Le commerce indépendant, il ouvre ou il ferme, il a le droit à partir du moment où on n'est pas sur finalement une contrainte pour les salariés. Il faut vraiment se dire quelle conception de la ville on veut. Je pense qu'il faut assumer de retourner à une harmonisation des temps sociaux. Voilà, permettre que le dimanche, on puisse se retrouver au repos, en famille, en loisirs, en culture, et pas croire que le bonheur se trouve à aller courir derrière un caddie dans les supermarchés. Mais les usages changent avec le temps, là. Pas on ne fait plus forcément ses courses le samedi, le mercredi. Parce qu'on ne travaille pas forcément du lundi au vendredi. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez ce qu'on appelle le CLIC-P. Le CLIC-P, c'est un collectif intersyndical sur la question du travail du dimanche, qui ont fait vraiment des travaux de recherche et qui ont fait avec aussi des économistes, avec des sociologues et qui ont fait aussi des sondages. Et quand vous demandez à la population si elle a envie de travailler le dimanche, elle vous dit majoritairement non. Et donc on ne pose jamais. Il faut interdire aux commerçants qui. Puisqu'il y a des gens qui ont des primes pour travailler dimanche, qui ont des avantages sociaux. Et non, pour qui ça fait si, il y a des grands magasins à Paris qui ont des accords. Si, justement, il y a des grands magasins célèbres. Très rapidement, vous vous rendez compte que les accords qui ont été accordés de compensation très vite, en fait, disparaissent et on se retrouve avec des situations quasi similaires de travail, qu'on soit la semaine ou le week-end. Vous avez de plus en plus de sous-traitance dans les grands magasins. Si vous allez au BHV, toutes les personnes qui travaillent au BHV ne sont pas salariés du BHV. La plupart commencent à être salariés d'entreprises de sous-traitance pour lesquelles les conditions ne vont pas du tout être les mêmes. Et les études, là où c'est intéressant, montrent qu'il y a moins de consommation dans un magasin ouvert le dimanche qu'il n'y a de consommation sur les autres jours de la semaine. Et que l'ouverture... Sur le BHV notamment, il y a moins le dimanche est devenu le deuxième jour quasiment de la semaine. Archi faux. Archi faux. Alors là, je conteste ces chiffres-là. Ils sont complètement faux. C'est ça qui est intéressant sur le travail des économistes, c'est que ça montre que le dimanche, il y a moins de chiffre d'affaires que sur les autres jours de la semaine. Et que quand vous cumulez le dimanche et les autres jours de la semaine, l'ouverture du dimanche ne crée pas une augmentation du chiffre d'affaires sur l'ensemble de la semaine. Vous avez même des rapports comme ça qui ont été faits sur l'Italie, qui avait énormément développé l'ouverture dominicaine et qui sont du coup revenus sur cette illusion que l'ouverture du dimanche allait améliorer les choses, parce que ça augmentait par ailleurs les coûts fixes. Et par contre, en termes de consommation énergétique, on est dans une gabegie absolument pas raisonnable. Alors, Daniel, il faut revenir à l'harmonisation des temps sociaux et surtout, il faut aussi reposer la question du rapport à la consommation. Justement, on va prendre un exemple concret. Vous parlez de la ville sans publicité. Moins de biens. La ville sans publicité, c'est un exemple très concret. Vous proposez notamment de modifier le règlement local de publicité pour réduire cette publicité visible sur tous les encarts, sur les trottoirs notamment, les abribus. Vous proposez également d'interdire la publicité numérique partout où la mairie le peut. Comment est-ce que vous allez financer ces mesures tout d'abord ? Tout d'abord, on ne peut pas à la fois dire je veux m'engager pour le climat et accepter cette gabegie anti-écologique. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Ça coûte beaucoup plus cher à la planète et à notre santé
de continuer dans ce mode de développement complètement aberrant. Donc il faut assumer la décroissance d'un certain nombre de dépenses énergétiques absurdes. Ensuite, le bras de fer sur les recettes de la ville, il y a d'autres moyens pour dégager des marges de manœuvre. Lesquelles? Alors d'abord, on n'est pas obligé d'accepter cette baisse des dotations de l'État et cette contractualisation avec Macron. Je pense que Paris s'honorerait de prendre son rôle de résistance pour refuser le déroulé où vous avez l'austérité imposée par Bruxelles, ensuite imposée par le gouvernement Macron et les collectivités qui s'y plient. Maintenant, deuxième chose, beaucoup de recours au privé nous coûte bien plus cher que si c'était en régie directe. Je redonne toujours cet exemple-là, mais vous prenez par exemple les parkings municipaux. Ils sont pour une grande partie d'entre eux gérés par des entreprises privées. Vous avez notamment Indigo, ex-Vinci Park, qui gère beaucoup de parkings municipaux. Eh bien, sachez que moi je suis allé voir les rapports des délégations de service public, et notamment concernant les parkings, et j'ai regardé et je me suis aperçu qu'ils faisaient 40 millions d'euros de bénéfices net par an. Bénéfice net, 40 millions d'euros. De toute façon, vous partez du principe que municipaliser coûte toujours moins cher que de privatiser. 40 millions d'euros de bénéfices nets qui rentrent dans la poche d'Indigo, alors que si c'était géré par la ville de Paris... Est-ce que ça serait aussi bien géré? Écoutez, donnez-moi un seul service public qui est mieux géré par le privé que la ville. Mais après, la verbalisation, le contrôle de la verbalisation du stationnement, on a eu affaire à des voyous. Là maintenant, la dernière trouvaille, c'est de privatiser le crématorium du Père-Lachaise. Le crématorium du Père-Lachaise, on fait appel à Funecap. Et il y a par ailleurs des opérations dans la ville qui me choquent beaucoup. Funecap récupère le crématorium parce que là, il promet une redevance. Une société privée parce qu'ils promettent une redevance à la ville intéressante. Et résultat, on a vu à un autre conseil de Paris que sur les projets réinventer Paris, tiens, là il y avait tout d'un coup des parcelles qui avaient été bradées à des promoteurs privés et dans lesquelles on retrouvait Funecap qui fait son siège et qui tout d'un coup va créer et exploiter un funérarium. Donc on voit un peu qu'il y a dû avoir des compensations et je trouve ça quand même très questionnant comme mode de fonctionnement. Alors, autre sujet aussi sur lequel vous êtes intervenu depuis un moment, les VTC, les voitures avec chauffeur. Vous revendiquez plutôt le modèle du taxi. Selon vous, le système du VTC, il provoque une concurrence déloyale? Par exemple, vous avez une incapacité et pour la ville et pour la préfecture de compter le nombre de VTC qui roulent dans Paris. C'est quand même problématique. Et on a des voitures qui roulent à vide en attendant par la maraude électronique d'avoir le client et qui organisent une concurrence très déloyale avec des plateformes. Le problème, c'est pas le VTC qui subit et qui essaye de vivre. Le problème, c'est le système des plateformes qui surexploitent cela. Qu'a fait la ville de Barcelone? Barcelone a instauré un ratio. Un VTC pour 30 taxis, pour réguler le système. Avec la possibilité, vous savez que pour les taxis, il y a un numerus clausus, mais qui peut être rediscuté avec la profession en fonction des besoins de la population. Et on peut estimer à un moment donné, écoutez, il n'y a pas assez de taxis, on fait en sorte qu'il y ait un peu plus de... Vous n'êtes pas contre tous les VTC, c'est leur surnombre. En fait, à la fois un problème de surnombre et de concurrence déloyale, mais sur le fond, je préférerais qu'on retrouve les deux métiers, grande remise et chauffeur de taxi. Et c'est d'ailleurs ce que demandent aussi beaucoup de VTC, parce qu'ils ne supportent plus, j'ai déjà été plus d'une fois les soutenir contre Uber, parce qu'ils ne supportent plus d'être pris à la gorge par des commissions qu'impose Uber et qui leur coûtent très cher. Et quand ils font même des grandes courses, ces commissions deviennent complètement hallucinantes. Donc le citoyen qui utilise le VTC, on lui fait croire que c'est moins cher, alors qu'en fait c'est un algorithme, et il se fait avoir. Pour la collectivité, c'est un problème de pollution. Et en plus, on tue une profession de taxi qui a déjà beaucoup de difficultés. Un invité nous rejoint dans Capitale 2020. C'est tout de suite dans Paris en face. Bonjour. Vous continuez de réagir, évidemment, avec le hashtag BFM Paris sur les réseaux sociaux. Bonsoir, Michel Kidor. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes membre de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Et justement, vous voulez vous adresser sur cette question à Daniel Simonet ce soir. Oui, exactement. Les transports et la mobilité sont un volet important de la politique municipale. C'est aussi un volet important des budgets. Sauf qu'en Ile-de-France, la mobilité et les transports, c'est pas la ville de Paris, mais c'est la région Ile-de-France. Tout à fait. Et c'est une très bonne chose dans la mesure où la région est coordinatrice des transports. Donc, quelle peut être la politique des transports de la ville de Paris, sachant qu'elle est
Elle n'est pas isolée dans une tour d'ivoire, mais qu'elle communique par définition avec tout son environnement banlieusard. 2,5 millions d'habitants dans Paris, les 10 millions à l'extérieur. Et 1 million par jour qui rentrent dans Paris pour y travailler, faute de pouvoir s'y loger. Oui, et 4,5 millions qui prennent le métro et 3,5 millions qui prennent le Transilien. Le transport de masse, c'est la clé de la mobilité en Île-de-France. Avez-vous des projets en la matière et quelle peut être votre valeur ajoutée Alors déjà, je pense que la question des transports pose aussi la question de l'aménagement du territoire. Il faut sortir de la logique du Paris attractif, c'est-à-dire de la super métropole en son centre, et qui cherche en fait à coloniser et puis les autres territoires et à penser tout en fonction de l'attractivité du centre. Moi, je plaide pour une métropole polycentrique. Prenons un exemple. Paris est excédentaire en emploi. J'estime que Paris devrait travailler de manière beaucoup plus coopérative avec les autres territoires de la région Île-de-France pour pouvoir relocaliser l'emploi là où il en manque. Une métropole polycentrique permettrait de réduire les distances domicile-travail, favoriser que... vous savez, Madame Hidalgo, elle a un slogan... Non mais attendez, on est bien d'accord. On est sur le transport. Elle parle du Paris du quart d'heure. Moi, je dis que le Paris du quart d'heure, c'est le cauchemar du banlieusard des 2 heures. Et qu'il faudrait donc, au contraire, un droit métropolitain à la ville du quart d'heure. Réduire les distances domicile-travail. C'est une première chose que de penser le réaménagement du territoire pour réduire les distances domicile-travail. Refaire vivre à Paris ceux qui y travaillent et permettre de relocaliser de l'emploi dans les autres territoires franciliens. On est bien d'accord. L'agglomération est déjà polycentrique, puisque, comme vous le savez sans doute, 70% des déplacements en Île-de-France, c'est de banlieue à banlieue. C'est plus du déplacement radial. Je termine. C'est aussi un plan qui se développe avec le métro du Grand Paris Express, qui est en cours de construction et qui va mettre justement de la coordination et donner à la région parisienne l'échelle européenne au niveau de la mobilité qui lui manque. Donc là-dedans, Paris tout seul, encore une fois, ma question est, vous avez quoi comme projet pour Paris ? La gratuité, coût de la gratuité des transports, comme le coût de la gratuité des transports, 6 milliards d'euros par an. Autant de moins pour les investissements. La pollution, il y a d'autres manières de la réduire, et notamment, puisque vous avez le pouvoir de police municipale, la possibilité éventuellement, comme ça se fait dans d'autres villes, d'établir un péage urbain pour limiter la voiture en ville limiter la pollution urbaine. Ça se fait dans des villes très civilisées. La question du péage urbain, par exemple ? Non, je suis totalement opposée à cette notion de péage urbain qui est vraiment une conception en fait du Paris entre soi, comme si il fallait absolument rester entre nous et qu'on considérait le banlieusard comme le pollueur. Je pense que ce qu'il faut, c'est penser justement le réaménagement du territoire, penser la continuité urbaine. Donc il y a des batailles sur la prolongation d'un bon nombre de lignes de métro, du développement des tramways, des bus, mais il faut d'abord aussi bien considérer que repenser les modes de déplacement, c'est repenser aussi la hiérarchie. D'abord les piétons, ensuite le développement du vélo. Vous avez la proposition des associations que je soutiens du Vélorussion, c'est-à-dire on reprend le plan du métro et on fait dessus un même schéma de piste cyclable sur les grands axes. Justement, tant qu'on aborde le vélo, vous avez deux versions de vision du Vélib. On va rester sur le vélo, on va s'y attarder. Pour vous, le Vélib, le problème de l'échec de ce Vélib 2, ce n'est pas finalement tant le gestionnaire que ça, c'est plus le prestataire, ce n'est pas en fait la municipalisation du service qui résoudrait le problème. Non mais je ne sais pas le débat si c'est municipalisation ou non. Il y avait un prestataire de Vélib auparavant qui a délivré de la bonne qualité, qui s'appelait Decaux. Je ne suis pas du tout lié à lui. Maintenant, le successeur, lui, il n'est pas bon. Et puisque le Vélib d'aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur. Donc l'idée, je suis d'accord qu'il faut y avoir une hiérarchie des déplacements. Seulement la hiérarchie, c'est le transport de masse qui est prioritaire. On ne peut pas assurer, ou alors c'est la Chine d'il y a 30 ans, tout le monde en vélo et en bleu de chauffe. C'est pas du tout l'esprit des Parisiens. Vous connaissez les Pays-Bas ? Oui, un peu, oui. Alors les Pays-Bas, monsieur, c'est pas... les Pays-Bas, justement, ils ont 50 ans d'avance vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'ils ont repensé, y compris les plans de circulation, pour faire en sorte que dans les quartiers populaires, on arrête de permettre avec la plateforme Waze de prendre les raccourcis et d'avoir finalement à l'intérieur même des quartiers des voies qui deviennent des voies où ça roule, où c'est une aberration. Et ils ont réussi à développer une culture du vélo et un plan de circulation pour le vélo très intéressant. Et pour autant, ceux qui sont en voiture arrivent à avoir une fluidité dans les villes des Pays-Bas
La fluidité de la circulation au cœur, je suis pas d'accord avec vous. Je connais un peu les Pays-Bas pour y avoir travaillé. Beaucoup plus. C'est l'embouteillage dans les autoroutes urbaines le matin, midi et soir. Beaucoup moins. Encore une fois, à Paris, je suis d'accord que le plan vélo est absolument dérisoire et qu'il y a beaucoup à faire pour la bicyclette à Paris. Vous ne transporterez pas les 10 millions transportés par jour par le métro et les tramways, le métro et les autobus et le Transilien. Vous ne les transporterez pas par d'autres moyens. Vous êtes énervé, hein. Pardon? Mais non. Vous êtes énervé dans votre temps. Le transport. Mais je suis pour développer les transports en commun. Et je vais vous dire, par contre, un énorme désaccord que j'ai avec Mme Pécresse. Mme Pécresse a fait des déclarations cette semaine où elle voulait accélérer l'ouverture à la concurrence. Mais où l'ouverture à la concurrence a permis d'améliorer les transports. Franchement, regardez la casse du réseau ferroviaire en Angleterre quand il y a eu la privatisation. Alors, c'est une concurrence qui peut être privée comme publique. On sait pertinemment que la SNCF, lorsqu'on organise la mise en concurrence, c'est les petites lignes non rentables qui sont supprimées. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, ça c'est complètement faux. C'est complètement faux, madame. Vous êtes plutôt favorable, vous êtes plutôt favorable à l'ouverture à la concurrence? Nous, on a fait notre aggiornamento en 1993, favorable. Pas du tout. La FNOT regroupe des gens d'obédience extrêmement diverses. Notre aggiornamento en 1993, on est pour la concurrence régulée par appel d'offres. Donc ce que vous dites, c'est excusez-moi du mot, c'est de l'intox parce que un cahier des charges de service public, ça se respecte, et l'opérateur qui sera choisi, SNCF ou autre, aura l'obligation d'exploiter les lignes aussi bien rentables que non rentables. Alors je vais vous dire vous citez le cas de l'Angleterre, on va pas s'étendre dessus. Le cas de l'Allemagne est extrêmement emblématique à ce sujet-là. Le train kilomètre en Allemagne coûte 2 fois moins cher au Länder allemand qu'aux régions françaises, et depuis la libéralisation allemande de 1995, les Allemands ont réouvert 1200 km de lignes ferroviaires qui avaient été fermées. Alors dites-moi quel est le bilan négatif de la concurrence en la matière. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Vous parliez tout à l'heure de Vélib'. Pourquoi est-ce que c'est Smooth & Go qui a remporté le marché? Parce que Smooth & Go promettait de faire pour beaucoup moins cher. Comme par hasard, il se plante. Mais oui, parce que quand vous faites, pour beaucoup moins cher, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire des salariés qui n'étaient pas du tout dans les mêmes quantités en termes d'effectifs, qui étaient maltraités. Quand ils sont mis en grève, on les a licenciés. Ensuite, d'un point de vue technique, ça a été un fiasco industriel parce qu'ils ont promis ce qu'ils n'étaient pas capables de faire. Bon, à chaque fois, on prend le moins cher, le moins disant social. Non, c'est pas vrai. Là, vous allez avoir le concept en France, il y a aussi le concept du mieux disant. Je vous laisse parler. Mais chaque ligne de bus va être mise en concurrence. C'est-à-dire que la RATP va devoir créer sa propre filiale différente pour chaque ligne de bus. Et vous allez avoir donc d'autres opérateurs qui vont être en concurrence. Mais moi, je n'y crois pas. Voilà. La RATP a déjà sa filiale, elle s'appelle RATP Dev. Je pense que c'est un bazar, une désorganisation. Et les libéraux, avec leur choix de mise en concurrence, sont les professionnels pour créer le chaos dans nos services publics. Donc je suis persuadé que oui. Allez chercher le chaos dans les services publics en province, où par exemple le réseau de Lyon est opéré par un opérateur privé sous contrat de service public avec l'agglomération lyonnaise. Et c'est un seul opérateur. C'est pas 36 000 opérateurs. Là, ce que veut faire la RATP et l'objectif du gouvernement l'objectif du gouvernement dans la loi L'Homme, monsieur, et de Madame Pécresse en tant qu'organisatrice d'Île-de-France Mobilité, mais aussi de Madame Hidalgo parce qu'elle a voté contre les vœux que je présentais au Conseil de Paris contre cela, c'est tout simplement de casser le statut des agents de la RATP pour que la masse salariale leur coûte moins cher. Donc c'est toujours cette conception monstrueuse où on fait croire qu'on va améliorer un service public en sous-payant les gens, en réduisant leurs effectifs et en mettant en concurrence. Mais la concurrence existe déjà. Le rôle de la politique publique n'est pas de permettre aux opérateurs privés de se gaver sur le dos des usagers. Les opérateurs, ça ce sont des terminologies que je ne peux pas admettre. Nous, on est représentants des voyageurs, on recherche ce qui est intéressant pour le voyageur dans ce type d'ouverture, régulé par des cahiers de services publics qui spécifient le prix, la desserte. Regardez, on a gagné au marché d'appel d'offres sur les autoroutes. Je ne vous parle pas des autoroutes, je vous parle des transports collectifs en Ile-de-France. Oui, mais c'est pareil. Quand on fait appel au privé, le privé, il est là pour dégager du bénéfice. Merci. Et donc on se fera avoir sur les lignes de bus comme on se fait avoir sur les autoroutes. On va s'interrompre sur cette thématique. Alors moi, très brièvement, je voudrais savoir comment vous comptez financer la gratuité des transports dont vous avez parlé. Alors, comment est-ce que vous comptez lutter contre les problèmes de pollution et du coût de la pollution? Donc déjà, on a bien compris votre calcul à chaque fois. C'est la balance, mais justement, donnez-nous les deux chiffres alors.
Je veux dire, alors, ce qui est quand même dingue, c'est que combien ça pèse d'un côté, combien ça pèse de l'autre. Non, mais on vous écoute, pourquoi pas. Ceux qui proposent des polices municipales, on leur demande pas comment est-ce qu'ils comptent financer. Moi, je vous demande. Alors que eux, ils veulent toujours rester dans les clous de l'austérité. Il y a une bataille aussi vis-à-vis du législateur pour exiger que la part transport des entreprises soit plus importante. Il y a une bataille pour justement récupérer l'argent qui part de la ville dans les intérêts privés. Donc je vous assure que la question financière n'est pas le problème numéro un. Le problème numéro un, c'est d'essayer déjà de changer les mentalités pour considérer que les transports en commun, voilà, sont une nécessité pour lutter contre la domination de la voiture. C'est pas la seule. Ça, c'est une idée. Vous ne nous dites pas comment vous financez le projet. Il y a la question des piétons. Ça ferait longtemps que ça c'est gratuit. Mais non, madame, parce que qu'est-ce qui dirige le monde en ce moment? C'est la logique libérale qui a ces catastrophes écologiques. Vous savez, sinon on serait sorti des énergies fossiles. On aurait aussi mis des bras de fer contre le système bancaire qui investit dans les énergies fossiles. S'il y avait simplement le bon sens écologique qui l'emportait. Daniel Simonet, on passe tout de suite à notre rubrique Vrai-Faux avant de terminer cette émission. Très brièvement, 2 questions et vous nous répondez du tac au tac. Vrai ou faux que si vous êtes élu, Vikash Dorasso sera votre premier adjoint? Si je suis maire, oui. Ça dépend s'il est maire du 18e. Mais si je suis maire, je fais la première moitié du mandat, il fait la deuxième moitié du mandat. Ça existe, ça, c'est possible? Oui, tout à fait. On peut, en cours de mandat, la maire peut décider de démissionner et puis de laisser l'autre, voilà. Deuxième question, vrai ou faux qu'avec Benjamin Griveaux, vous êtes finalement réconcilié sur l'oreiller? C'est quoi cette histoire? Je parle évidemment des punaises de lit. Les punaises de lit. Elle est malheureuse, votre expression. Mais je suis ravie qu'il se préoccupe du sujet. Moi, je défends justement. Il a été concerné personnellement. Il a été concerné, donc il faut développer un service public des punaises de lit. Je regrette juste que celui qui le soutient et qui s'appelle Julien Bargeton et qui était l'ancien adjoint aux finances de Madame Hidalgo, ce qui s'est dire les connivences qu'il y a entre ces différents réseaux, La République En Marche, le Parti Socialiste. Bon, c'est aussi leur politique qui a cassé le service de santé environnementale au moment où il fallait au contraire le développer pour créer ce service public des punaises de lit. Donc vous êtes d'accord sur ce point-là, il faut développer ce service? Non, c'est lui qui a repris la proposition que j'ai défendue à la Fondation Abbé Pierre. Mais par contre, je trouve courageux qu'il ait dit, et c'est important, courageux qu'il ait dit que lui-même a eu des punaises de lit, parce que pour beaucoup de familles, c'est comme une honte, alors que c'est pas du tout lié à la situation sociale des gens. C'est bientôt la fin de Capitale 2020. On a une tradition ici, c'est que vous répondez à la question de l'invité précédent. C'était David Béliard que nous recevions, le candidat Europe Écologie Les Verts la semaine dernière. Il a cette question pour vous, vous lui répondez après. Je crois qu'aujourd'hui, loin de celles et ceux qui opposent la question écologique à la question sociale, c'est est-ce que oui ou non, demain, nous allons pouvoir continuer et nous allons pouvoir créer un certain nombre de grands parcs à Paris sans que ça nous coûte 1,5 milliard d'euros, mais qui seront des parcs accessibles pour l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens, et notamment des petits et des plus petits et des plus vulnérables d'entre eux. Développer les parcs. Oui, moi je défends le fait on doit se donner un objectif de 140 hectares de plus d'espace vert en pleine terre. Mais j'aurais envie de reposer une autre question à monsieur David Béliard. Sur les questions écologiques, moi j'ai un regret. C'est que par exemple sur le scandale de la contamination au plomb après l'incendie de Notre-Dame, l'adjointe écologiste écologiste à la santé d'Anne Hidalgo, et qui est sa tête de liste dans le 13e arrondissement, elle a préféré fermer les yeux et accepter quand le ministère de la Culture, l'agence régionale de santé, n'a pas voulu écouter l'alerte des scientifiques qui disaient mais il faut absolument faire une décontamination de Notre-Dame et il faut mettre les personnes en combinaison complète pour vraiment décontaminer et faire un suivi de l'ensemble des personnes qui ont été contaminées au plomb. Ce problème, il reste entier. On attendait les écologistes sur les questions de santé environnementale. Je me suis sentie très seule au Conseil de Paris sur ce sujet-là et je trouve que c'est un sujet extrêmement grave et aussi grave que l'amiante. Pour la dernière petite minute de cette émission, vous avez vous aussi l'occasion de poser la question à notre prochaine invitée. Ce sera Marlène Schiappa, candidate La République En Marche au municipal dans le 14e et soutien de Benjamin Griveaux. Votre caméra, c'est la 4. Alors, faut que je lui pose une question là maintenant. Marlène Schiappa, vous êtes censée vous préoccuper de la lutte contre les violences faites aux femmes, voilà. Et au lieu de faire ce pourquoi vous êtes nommée dans ce gouvernement, vous partez à l'élection municipale. Votre gouvernement a refusé d'accorder 1 milliard sur cette cause aussi essentielle, la lutte contre les violences faites aux femmes. Pourquoi ne pas démissionner du gouvernement, puisque manifestement, ça n'est pas votre première préoccupation? Daniel Simonet, merci d'être venu sur le plateau de Capitale 2020 BFM Paris.